Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien déjeuné. Yes. L'inconvénient, c'est que lorsqu'on a bien déjeuné, on est un peu assoupi après. Donc je vais faire en sorte, on va faire en sorte, parce que vous avez tout comme moi la responsabilité de la qualité de ces échanges, que ça se passe bien et que vous en ressortez, je ne sais pas plus intelligent, mais peut-être avec des questionnements qui vous inviteront à explorer encore la question. Alors cet atelier, je l'ai intitulé « Au cœur des quartiers Le Monde, identifier, comprendre et accompagner les phénomènes diasporiques ». Donc soit vous êtes dans le bon atelier, si ce n'est pas le cas, vous avez encore le droit de vous lever et de partir. Alors très rapidement, donc moi je m'appelle Ahmed Bouzouaïd, je suis le directeur du programme Entrepreneuriat pour tous chez BPI France, un programme qu'on a lancé en 2019. Donc la petite histoire, peut-être certains connaissent le discours de Tourcoing, notre très cher président a lancé, plutôt a souhaité qu'on crée la BPI des quartiers. C'est pas exactement ce qui a été fait, parce qu'en fait il y a eu une réflexion qui consistait à dire il ne faut pas qu'il y ait la BPI des riches et la BPI des pauvres. C'est un peu caricatural, mais vous allez comprendre la démarche. L'idée c'est de se dire comment on peut concrétiser cette idée que BPI France soit BPI toute la France. Et ça s'est décliné par un programme qui se nomme Entrepreneuriat pour tous, qui ne signifie pas que notre désir est que tout le monde entreprenne, mais plutôt comment faire en sorte que tous ceux qui désirent entreprendre rencontrent des moyens, des outils, des méthodes, des professionnels pour les aider à réussir leur projet entrepreneurial d'une part, et d'autre part, ça signifie également entrepreneuriat pour tous, c'est considérer la diversité des formes d'entreprendre. Parce qu'il y a plein de façons d'entreprendre, il y a plein de façons de se sentir, de se vivre entrepreneur, et je disais pour dire au féminin aussi. et également, l'enjeu c'est, je dirais, il y a différentes formes d'entreprendre, c'est-à-dire qui se retrouvent dans différentes formes d'ambition. On peut vouloir désirer créer son propre emploi, on peut vouloir désirer créer une entreprise avec des salariés, etc. etc. On peut aussi avoir des souhaits d'un entrepreneuriat plus collectif, etc. etc. Donc voilà un peu cette idée-là. Ça s'est structuré en programme qui se décline en 3 axes, bientôt 5, parce que certainement ceux qui s'intéressent à la question des quartiers savent qu'il y a un programme qui se nomme Quartier 2030, qui vise à accélérer les efforts en direction des territoires prioritaires. Mais historiquement, les 3 axes sont faciliter l'accès à l'offre, animer les communautés entrepreneuriales et accélérer les entreprises. Faciliter l'accès à l'offre, ça part du principe simple que sur les territoires, il y a des besoins, il y a des envies, il y a une appétence pour créer, etc. Mais comment fait-on pour, je dirais, faire en sorte que dans ces territoires-là, on puisse accéder aux solutions pour réussir, qui sont incarnées par la diversité des réseaux, des solutions, des associations qui interviennent pour aider les entrepreneurs. Parce que le parti pris qu'on a eu en 2019 en prenant cette mission, c'était de se dire, la création c'est quand même un métier spécifique, où on est en France avec des écosystèmes foisonnants d'acteurs qui ont développé une expertise et on n'a pas souhaité faire ce métier à leur place, mais plutôt capitaliser sur leur savoir-faire, leur expertise, leurs implantations pour finalement, dans cette logique partenariale, déployer des solutions pour les entrepreneurs. Donc sur ce champ de la création, c'est important de le dire, mais je pense que vous le savez, notre action est souvent intermédiée. Les entrepreneurs sur le terrain, ils ne rencontrent pas directement BPI France, mais ils rencontrent BGE, Initiative, Positive Planète, etc., etc. Donc, faciliter l'accès à l'offre, il y a une idée très forte qui consiste à aller vers. Donc, ça veut dire une démarche proactive pour aller vers ceux qui ignorent ou s'autocensurent, donc ne vont pas au contact des solutions. Donc, vous connaissez peut-être le dispositif CitéLab, qui a une vraie mission et démarche de détection pour orienter dans l'écosystème de droit commun. Allez-y. Juste un peu, je connais très bien le dispositif BPI France, donc si l'objectif c'est ça, Non, non, pas du tout, c'est pas... C'est pas pour juger du tout la... Mais... C'était juste pour
complètement retenu parce que comme il y a tellement d'ateliers hyper Ok, c'est pas le projet, mais je ferai une introduction qui est peut-être un peu longue et je vais raccourcir. Non, je sais pas, parce que je vous le dis. l'objectif pourrait être ça aussi, de présenter les... Vous avez raison, mais c'est pas l'objet. Ok, super. C'est pas l'objet. Mais je m'étais dit qu'il était important de... Oui, il n'y a pas de souci. Donc, faciliter l'accès à l'offre, donc les bus, CitéLab, etc. Animer les communautés entrepreneuriales, par exemple les FAE, la tournée, etc. Accélérer les entreprises, donc l'enjeu c'est de se dire qu'il y a aussi des entrepreneurs à forte ambition et à qui il faut proposer des solutions, je dirais, à l'image de leur ambition. Et l'accompagnement intensif est une solution. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est que dans cette démarche, pas dire par hasard, mais vous savez, un peu comme dans une démarche entrepreneuriale, il y a la théorie et la pratique, n'est-ce pas? C'est-à-dire on a un projet, ensuite on rencontre le marché. Et en rencontrant le terrain, on se rend bien compte que c'est là que va émerger la problématique de l'entrepreneuriat des diasporas. Et ce phénomène diasporique qu'on peut identifier par tout un tas de signaux faibles que je vais essayer de partager avec vous. Ce que je vais partager avec vous, c'est extrêmement empirique. Après, effectivement, pour certaines choses, elles sont objectivées, elles sont allées jusqu'à même se structurer, je ne dirais pas s'institutionnaliser, mais au travers de solutions concrètes à destination de ces publics-là. Et l'enjeu de cet atelier, pour répondre à votre question, madame, c'est de partager avec vous ces réflexions, ces signaux faibles, et les challenger, parce que je n'ai en aucun cas la vérité coincée dans la bouche. Donc l'idée, c'est vraiment de partager un peu cette approche empirique pour aussi voir comment ça résonne chez vous, comment vous le rencontrez dans vos pratiques d'accompagnement, dans votre activité au quotidien. Et donc oui, ce sujet initialement n'était pas au cœur du programme, mais force est de constater, dans l'histoire de la France, hein, tout simplement, les quartiers sont aussi des territoires d'accueil de l'immigration, n'est-ce pas? Important de faire une petite parenthèse, on peut interroger la notion de diaspora, parce qu'on pourrait l'appeler de plein de façons. On pourrait se dire comment on intègre l'entrepreneuriat des communautés, par exemple. Mais vous savez mieux que moi comment, en France en tout cas, quand on parle de communauté, c'est pas du tout la notion sociologique. C'est une communauté qui se structure, qui s'organise, etc. Mais elle est connotée, parce que c'est presque une opposition au modèle républicain. Vous comprenez? Donc quand on s'intéresse au phénomène diasporique, sur le sujet-là, on parle de première, deuxième, troisième génération. Donc ceux qui ont des liens aussi... parfois on parle de bi ou trinationaux, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. L'enjeu, c'est de nommer, même si c'est Camus qui dit ça, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, je crois. Donc on essaie de nommer, de localiser ces phénomènes, mais de façon assez neutre. L'actualité, d'ailleurs, l'actualité le dit, hein, je pense l'actualité, je pense africaine, j'entends, me fait dire, et je ne pense pas que je prends un grand risque en disant ça, que le sujet sera de plus en plus prégnant en France, parce que c'est une manière d'aborder les relations autrement que par le prisme politique, mais par la société civile, l'entrepreneuriat, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bien silencieux, je vous ai perdu? C'est après le déjeuner. Non, ce que je dis, c'est que accompagner l'entrepreneuriat des diasporas, et là, ce que je viens d'évoquer, c'est qu'il y a un prisme, une focale depuis 2 ans sur l'Afrique, par exemple. Je pense que ce sujet va monter en puissance parce qu'il faut, c'est un moyen aussi de créer des entrepreneurs de diaspora, posent des ponts, parfois même incarnent ces ponts. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, ce que je souhaitais faire dans cet atelier, et n'hésitez pas à être dans l'interaction, hein, donc à partager vos questionnements, vos réflexions, vos retours terrain, c'était d'abord revenir sur ce sujet, hein, qu'est-ce que ça signifie, de quoi on parle, quel est l'objet en fait, de cette réflexion-là. La seconde, c'était finalement interroger les dynamiques existantes, et je vais essayer de vous en partager quelques-unes, quand je disais tout à l'heure de façon empirique un peu tout ce qu'on peut aussi observer, aussi bien des formes d'organisation politique, des clubs d'élus par exemple, qui vont travailler sur tout ce qui est des sujets de coopération décentralisée, ça vous parle?
En gros, si vous voulez, la coopération décentralisée consiste à coopérer, souvent à l'échelle de métropoles, de municipalités, et pour être dans des logiques d'échange de bonnes pratiques, de montée en compétences, etc. Donc ça peut aussi donner lieu à des jumelages entre collectivités, etc. Et parmi les échanges d'expertise, de stratégie de territoire, peut-être la question du développement économique, et notamment, au travers de ce qui nous intéresse, l'entrepreneuriat. Et donc le prisme des élus sera souvent cette approche territoriale, liée à l'accueil des dynamiques entrepreneuriales, ou à leur attractivité aussi. Se poser la question comment on attire. Donc par exemple, si on prend le cas d'Afrique, je sais pas, on va prendre une métropole africaine, on va se poser la question comment j'attire ces entrepreneurs de la diaspora pour qu'eux aussi contribuent à créer de la valeur chez moi. Et une fois que j'aurai exposé tout ça, ce que je vous propose, c'est de réfléchir comment ça résonne pour vous, dans vos pratiques. Est-ce que vous êtes confronté à ce type de problématique et quelles problématiques ça pose de deux manières, peut-être de trois. D'abord sur quels sont les entrepreneurs, quelles sont les pratiques. La seconde, c'est qu'est-ce que ça signifie par rapport aux postures, aux outils d'accompagnement, en fait, quelles spécificités. Et la troisième, c'est la pertinence ou non, enfin, d'accompagner ce mouvement qui, à mon sens, est une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter et qui, pour certains, la connaissent. Par exemple, là, dans le Sud, et il est vrai que dans le Sud, je pense à Marseille, je connais moins la stratégie ici, mais par exemple, une métropole comme Marseille, elle a une vraie stratégie là-dessus. Parce qu'elle se pose aussi comme une métropole méditerranéenne et parfois comme une porte d'entrée vers l'Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusque-là, ça va, c'est clair? Excellent. Alors, donc, comme je l'ai dit, hein, l'idée, c'est, par diaspora, ce que j'entends sans connotation, c'est finalement un groupe de personnes qui est originaire d'un même pays, d'une même région, qui vivent à l'étranger. Et la réflexion que je pose, c'est dans quelle mesure ils se vivent, s'organisent, et voire se mobilisent dans une logique de communauté de destin. Et ce que je dis, c'est que ces dynamiques, de plus en plus, sont prégnantes dans le champ qui nous intéresse, à savoir l'entrepreneuriat. Les dynamiques entrepreneuriales, vous l'avez compris, le lien avec les quartiers, je crois que vous l'avez compris, hein, c'est parce que historiquement, nos territoires, que sont les QPV, sont aussi des terres d'accueil de ces diasporas. Et donc, on va retrouver différentes formes, finalement, des différentes formes d'entreprendre, qu'elles soient individuelles, collectives, ce que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, et sur des secteurs qu'on identifie, hein, par exemple, la santé, le care, le soin, le care, lorsqu'on va être sur des logiques de commercialisation de produits typiques qui vont cibler des populations, soit avec c'est pas caricatural, mais je vais citer un exemple, peut-être c'est un entrepreneur qui va travailler par exemple avec l'huile d'argan, avec l'argan, qui va le décliner, ça va être le karité, vous connaissez le karité? Voilà, et qui vont déployer des choses parce qu'ils ils sont connectés à des gisements de ressources, on va dire. Ils veulent aussi valoriser un patrimoine. Il y a différentes, je dirais, motivations à s'engager là-dedans. La restauration, donc ça c'est assez classique, hein, la restauration, parce que souvent, parfois, dans des parcours de migration ou des parcours de reconnexion avec les pays d'origine, il y a un enjeu, c'est de valorisation, soit de valorisation du patrimoine ou de, je dirais, comment dire, on exploite un savoir-faire qu'on a, dont on dispose. Dans moi qui ai beaucoup travaillé sur les Chinois, en fait, dans les parcours d'immigration et d'intégration, la première chose qui est créée souvent, ça va être un restaurant pour une raison très simple, parce que c'est un commerce qui est familial. Enfin, voilà, cette dimension-là. Les ESN, les sociétés informatiques, en fait, parce que faire le lien avec les pays, parfois, ça peut être l'occasion d'accéder à des ressources et des compétences c'est une manière aussi d'être plus compétitif, parce que on n'aura pas les mêmes salaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, tout ce qui va être artisanat d'art, l'offre de voyage, des parcours touristiques, etc.
voir de plus en plus l'opportunité d'investissement locatif, etc. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Traditionnellement aussi sur plutôt, ça c'est ceux qui vont entreprendre ici. Ceux qui vont entreprendre là-bas, on va être, traditionnellement ce que je disais, ils seront plutôt sur des sujets type, déjà beaucoup ça a été l'agriculture, et donc on a des réseaux, je reviendrai dessus, qui accompagnent aussi, qui sont spécialisés dans l'accompagnement de ce type de dynamique, qui vont aller jusqu'à l'accompagnement à la création de coopératives là-bas, etc. En fait, la structuration d'écosystèmes, parce que c'est un enjeu qui est aussi extrêmement important. On reviendra là-dessus, à savoir les différences qu'on va avoir qui sont, comment on dit, mindset, d'état d'esprit, culturel, finalement par rapport à l'approche sur les façons d'entreprendre, les manières d'entreprendre, etc. Et aussi sur, je dirais, la réalité des pays. Mais aussi, pour aller au-delà de ça, les réalités sont différentes de par, comment dire, l'infrastructure. Les infrastructures et les besoins que les pays offrent, en fait. Infrastructure, des choses très simples, hein, ça veut dire savoir, pour accompagner là-bas, quelle est la réalité des locaux, quelle est la réalité si on est sur le digital par exemple, la qualité des réseaux, etc. Le tourisme, ça je l'ai évoqué, mais aussi tout ce qui va être de plus en plus, d'autant que de plus cette question devient une question qui émerge, et de plus en plus des entrepreneurs émergent avec des logiques de service aux diasporas. Et donc ça a l'air des formes d'entrepreneuriat où clairement ils se positionnent comme dans des logiques de passerelle. Ils font le pont. Et d'ailleurs qui peuvent même être de plus en plus, ce qu'on peut voir émerger, c'est de l'accompagnement à l'entrepreneuriat sur l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Jusque-là, tout est clair? Très bien. Ça vous parle? Ça résonne pour vous? Vous êtes bien silencieux. Après, la question qu'on se pose, enfin, moi j'en ai deux à ce stade-là, par rapport à ce que vous avez évoqué, c'est les leviers, les freins à l'entrepreneuriat pour tous, et vous avez dit ces différentes façons d'entreprendre. Donc, quelle différence? Alors, je vais être plus clair parce que c'est pas exactement ça que je voulais dire, mais je vais exposer des cas concrets. Je pense qu'on peut avoir 3 à 4 typologies finalement de profils, quels que soient les niveaux de l'ancienneté d'implantation en France, c'est-à-dire première, deuxième, troisième génération, ou nouveaux arrivés. Il y a peut-être un réseau que vous connaissez, Singa. Singa, c'est un réseau qui est spécialisé dans l'accompagnement des migrants. Et donc, SINGA. Et justement, pour parler de différence, c'est que, parce que vous savez, quand on a créé le programme Entrepreneur pour tous, il y a une chose qui est simple, et je pense qu'il peut vous parler à toutes et à tous, à savoir finalement, un entrepreneur, c'est avant tout une personne. Moi, je leur dis un entrepreneur, mais on est tous d'accord. Non, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les modes d'accompagnement sont relativement les mêmes. Après, l'intégration des spécificités va plus se faire sur les risques. Comment on va le mettre hors risque au regard des marchés, des problématiques qu'il va rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les problématiques restent assez les mêmes dans la question d'une démarche projet, la connaissance du marché, etc. etc. Il y a une difficulté particulière. Moi, pour être bénévole dans le dispositif le bus de l'entrepreneuriat, d'accord, on a quand même des gens qui sont déjà dans une vraie difficulté sociale. J'allais y venir. Voilà. Justement, merci beaucoup pour la transition. Oui, à ceci près qu'il faut intégrer la personne dans une logique 360. Parce que la personne qui arrive, par exemple, si on est sur l'entrepreneuriat migrant, et vous allez rencontrer tout à l'heure, je vais décliner différentes typologies, donc il y a différentes... les problématiques ne sont pas les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes, de par leur trajectoire, de par la situation sociale dans laquelle ils sont finalement n'ont ni les mêmes ressources mobilisables, ni les mêmes contraintes. Et c'est en ça qu'au-delà de la démarche entrepreneuriale, il y a des leviers comme ça à actionner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et peut-être, et même j'irai même plus loin, parce que dans un parcours migratoire, si vous voulez, il y a plusieurs motivations. Et il y a des motivations qui, je dirais, je ne sais pas si on peut les exprimer comme ça, qui sont peut-être positives, dans un désir de mieux, et d'autres qui sont, je veux dire, on fuit une situation.
Et parfois, dans cette démarche pas négative, mais dans cette démarche de s'éloigner de réalités qui sont dures et difficiles, l'accompagnement suppose autre chose. Parce que c'est des personnes qui parfois, même si elles font preuve de résilience, ont été confrontées à des situations qui sont plus que difficiles. Et donc il y a un enjeu de prendre en charge cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, et là, je suis désolée. Non, mais là, vous venez de dire quelque chose qui est important, c'est les leviers. Donc, quels sont ces leviers-là? Parce que les personnes qu'on rencontre qui sont résilientes, effectivement, qui ont des parcours de vie parfois très compliqués, qui ont des projets qui peuvent être intéressants, elles ont souvent aussi parfois des difficultés, enfin des lacunes sur certains fondamentaux, on va dire. Et donc, il y a des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprise, comme vous l'avez dit, mais il y a des besoins en formation, il y a des besoins. Bien sûr, bien sûr. Et ça, pour lever des financements, pour les amener à faire ça, c'est une complexité. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que vous avez, vous, quand vous dites qu'il faut actionner les leviers, est-ce que vous avez, vous, des leviers? Alors, moi, j'ai pas de levier. Moi, j'ai pas de levier. Moi, j'ai aucun levier en réalité. Je vais dire les choses. On va faire le CitéLab. Tout à l'heure, je parlais de CitéLab que vous connaissez très bien. Oui. C'est très bien. Donc, CitéLab, son métier, c'est de connaître son écosystème. Et quelque chose qui est, je dirais, propre à CitéLab, c'est que son écosystème est finalement une croisée d'écosystèmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de l'écosystème stricto sensu de l'entrepreneuriat, il connaît l'écosystème territorial, des travailleurs sociaux, des gens qui sont liés à l'emploi, etc., etc. Et là, par exemple, et ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une notion d'écosystème élargie, en fait, qui est au-delà de votre expertise et du champ stricto sensu de l'entrepreneuriat, qu'il faut mobiliser. Mais vous, chacun et chacune d'entre vous, votre intervention, à mon sens, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage, elle n'a pas vocation à sortir du cadre de votre intervention, de votre expertise. Non, mais je parlais des compétences, des fondamentaux, même pour l'entrepreneuriat, je parlais pas des maths et du français. L'idée, c'est de se dire que... C'est quoi les fondamentaux de l'entrepreneuriat? Faites allusion à quoi? Sur des notions de gestion, de marketing, etc., elles ont pas, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de structures où pour accéder, voilà, faire un atelier de 3 heures sur un parcours d'application classique ne va pas leur suffire. Et donc, du coup, il est très compliqué de les ramener dans des dispositifs qui vont leur permettre cette réussite. Alors moi, je dirais 2 choses à ça. La première, c'est, vous savez, tout à l'heure en introduction, je crois l'avoir dit, un entrepreneur, je ne sais pas si j'ai dit ça, mais quelque part, ça ne veut rien dire. C'est ça que ça veut dire entrepreneur pour tous, dans le sens où il y a une grande disparité de profils, de trajectoires, de ressources mobilisables, etc. Et ben c'est pareil pour ces publics-là, qui certains ils viennent ici, si on prend la question de l'emploi, qui vont venir, ils vont faire du ménage, mais au pays étaient, je sais pas, cadres, parfois médecins, etc. Et donc ils ont des ressources mobilisables. Ça c'est la première chose sur quoi je... Voilà. Oui, voilà. Ça c'est une chose. Après, nous, par exemple, on dote les fonds de PH, par exemple. Et donc, des structures qui sont comme initiative, par exemple, adressent le PH dans les quartiers, parfois à ce type de public, par exemple. Et on le sait, parce qu'on est dans un dialogue intelligent et on essaye de comprendre et d'accueillir cette réalité, c'est que certains publics demandent plus de temps. Et donc, du coup, ils sont aussi accompagnés, les structures, financièrement, pour pouvoir prendre en charge ce temps supplémentaire que nécessite cet accompagnement. Ça, c'est une chose. Après, il existe, mais ça, c'est quand on est sur des cas spécifiques, et là, quand on est sur des cas spécifiques, il existe des modes d'accompagnement spécifiques. J'y arrive tout de suite. Par exemple, Singa, si vous voulez, ils ont quand même travaillé beaucoup de par l'expérience qu'ils ont capitalisée sur les questions de posture, sur les freins à lever, sur l'écosystème et les leviers à mobiliser, etc. Mais la réponse, à mon sens, elle est toujours, vu que c'est des problèmes complexes, elle est toujours collaborative. Parce que si on fait justement la typologie que je voulais vous proposer tout à l'heure, on va voir par exemple ces entrepreneurs issus de la diaspora et peut-être de l'étranger, pas nécessairement, vous les avez entendus dans ma réflexion. Finalement, les outils d'accompagnement sont des outils d'accompagnement classiques, parce qu'ils ont une démarche projet d'entrepreneuriat, et donc l'ensemble des acteurs de l'accompagnement pourront les aider.
On a un second profil, c'est plutôt des entrepreneurs issus de la diaspora qui sont ici et qui ont une volonté d'aller créer là-bas. Donc là, effectivement, il y a peut-être des spécificités parce que, au moins pour les éveiller sur la réalité de marchés qui sont différents, etc. Il y a souvent un retour qu'on a fréquemment, c'est, vous savez, celui qui fait, je dirais, ses vacances au bled, sa représentation, parfois il y a un décalage entre son idée, sa représentation du bled et la réalité à laquelle il va se confronter dans sa démarche entrepreneuriale. Et il va se rendre compte que finalement, il est peut-être plus français qu'il est du pays qui le mythifie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a quand même un enjeu qui est finalement, dans une logique de démarche projet, c'est une sorte d'étude de marché. Et l'étude de marché qui va bien au-delà, je dirais, de la dimension qui sont les parties prenantes, qui sont les acteurs, quels sont les modes de fonctionnement, l'administration, etc. Mais qui va aussi dans l'intégration de la culture locale. J'ai envie de dire, selon les pays, on n'a pas même le même rapport au temps, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'étais à un forum au Sénégal il n'y a pas longtemps, on a rendez-vous, ça doit commencer le matin à 9h, mais si vous connaissez à 9h l'état de la circulation à Dakar, en fait, ça commence à 11h30. Mais tout le monde, mais c'est normal pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. Mais donc on n'a pas exactement le même rapport au temps. Et si moi j'arrive et je m'offusque de cela, etc., et je fais le donneur de leçons, je suis à côté de la plaque. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'identifie pas et on ne comprend pas ces réalités-là, ça peut être difficile. Qu'est-ce que je disais donc le premier point, allez-y. Est-ce que dans les programmes, nouveaux programmes, il y a un accompagnement à l'entrepreneuriat mais culturel un peu? J'y arrive. C'est un peu la conclusion, mais oui. Donc la première chose, c'est, je disais, donc ceux qui veulent créer ici, à mon sens, c'est une démarche projet, même si ça pose deux questions. La première, comment on est dans une approche, c'est presque de l'empowerment, la montée en compétences, mais cette montée en compétences dont le fil rouge est, je dirais, le gain en confiance de ces personnes-là. C'est exactement ça, merci. Donc, attendez, j'arrive. Quel empressement. Vous savez, moi, en plus, j'ai tendance à ralentir. On est en 45 minutes. Oui, c'est vrai, c'est un peu court. Très bien. Alors, donc oui, cette idée d'un accompagnement dont le fil rouge est la montée en confiance, ça passe par célébrer les petites victoires, des petits jalons, etc., etc. Et finalement, donner la confiance à des personnalités qui, de par leur parcours et leur trajectoire, attendez, l'expérience d'être étranger, ça doit être quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans cette démarche-là, il y a un enjeu de raviver cette confiance et cette légitimité. On a eu des ateliers sur la question de comment emballer la question d'imposteur. Je vous donne une petite histoire qui m'avait été racontée par quelqu'un qui l'accompagne et qui est quelqu'un qui disait qu'il veut créer son restaurant et qui voulait faire quelque chose dans la gastronomie et qui se dévalorisait parce que en fait ce qu'il savait faire c'était essentiellement de la bouffe libanaise. Et dans l'accompagnement, il a dit mais en fait ton point faible, c'est ton point fort en réalité. Et donc il lui expliquait, il l'accompagnait dans une stratégie de différenciation, de mise en avant de sa différence en fait, la portée. C'est le comment il dit ça l'autre? C'est le génie de César. Ça vous dit quelque chose? C'est dans quoi ça? C'est bon, j'ai oublié. En gros, le génie de César, il a fait d'un handicap un atout d'un simple geste. Il a orné sa calvitie de laurier. Et donc, tout le monde, quand tu lis César, vous l'avez vu avec ses lauriers, n'est-ce pas? Donc c'est un peu la même chose. Et donc c'est transformer et voir comment ces handicaps sont des ressources mobilisables. Donc il y a effectivement il y a cette dimension-là. Ah, c'est Balthazar Gracian qui dit ça. Pardon. Et oui, donc il y a cette dimension-là. Donc l'empowerment. Et la seconde approche, c'est une approche qu'on retrouve dans les RH, dans les ressources humaines, qui se pose la question de comment ils font des entretiens non discriminants. C'est-à-dire des entretiens où ils scrutent, ils recherchent dans leur approche, dans leur posture, dans leur manière de faire vivre l'interaction, ils scrutent, ils recherchent tous les biais
Parce qu'on est tous truffés de biais, ce qui est normal, parce que c'est lié à nos histoires personnelles. Et donc, il essaie d'identifier. Moi, j'ai une histoire que je connais vraiment très bien. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à être accompagné, parce qu'il justement, il y a des problèmes. Il n'y a pas des problématiques de langage, c'est qu'il ne parlait pas très bien le français. Et d'ailleurs, comme j'agis beaucoup et j'habite en Seine-Saint-Denis, des entrepreneurs qui ne parlent pas très bien le français, qui ont monté des très belles boîtes, j'en connais beaucoup en fait. Et après, effectivement, il y a des secteurs comme la construction, etc., peu importe. Mais parfois, c'est ce qui peut sembler comme un handicap pour eux, et un complexe énorme, et ce problème d'imposteur, vous voyez ce que je veux dire? Ce complexe peut être un blocage, et dans cette approche d'entretien non discriminant, donc c'est des matières, c'est des manières, des méthodes, des techniques aussi pour interroger sa pratique, c'est une manière de lever les freins. J'essaie d'avancer. Donc le premier point, ceux qui créent. Le second, ceux qui veulent créer là-bas. Donc ceux qui veulent créer là-bas, il y a des dispositifs qui existent. Il y a même tout à l'heure, je reviens sur Marseille. Marseille est un incubateur dédié pour accompagner. À Paris, on a le Bondi. Enfin, ils sont en réseau à l'échelle nationale, on peut les retrouver. C'est Bondinov à Paris en Seine-Saint-Denis. Et de plus en plus, on a ces incubateurs aussi qui sont dédiés à ces questions-là. Il y a le GRDR, que vous connaissez peut-être. Le GRDR, il accompagne l'entrepreneuriat des diasporas, principalement africaines, et beaucoup sur des métiers un peu traditionnels, des approches des entrepreneuriats agricoles, où ils ont une expertise sur tout ce qui va être structuration de coopératives, etc., etc. Et il y a une réponse aussi qui est simple, qui est une partie de la question que vous avez posée tout à l'heure. Plutôt, la réponse, elle est toujours apportée par plusieurs acteurs. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur ce cas-là, on va voir un dispositif de l'AFD que vous connaissez peut-être qui s'appelle Meet Africa. Donc Meet, c'est très intéressant, ça dit la rencontre. Donc ça suppose que rencontre, c'est aller contre, c'est aller à l'aventure, c'est aller en face de quelque chose qu'on ignore. Et donc, accompagner cette rencontre, ça passe par des incubateurs qui sont dans les deux rives. Enfin, donc c'est l'accompagnement qu'ils proposent. Donc du coup, ça accompagne dans l'appropriation de la culture et de l'approche, de la compréhension des écosystèmes de l'autre côté. Après, c'est l'expertise France. Nous aussi, là, c'est sur des stades un peu plus élevés, on accompagne à l'export, etc. Et toujours, vous allez être sensibilisé à ça. Et ça reste finalement, quelque part, une approche d'étude de marché qui intègre les autres dimensions culturelles, etc., que j'évoquais tout à l'heure. Mais sur Meet Africa, la spécificité, c'est qu'au-delà de cet accompagnement sur ce projet de création de l'autre côté, il y a aussi une subvention. Et le troisième profil, c'est plutôt des entrepreneurs qui, je dirais, ont largement démontré la viabilité de leur projet entrepreneurial, qui n'est plus un projet, qui est une boîte, qui fait du chiffre d'affaires, qui est structuré, qui est processé et qui a ses fondations solides et qui souhaite se décliner de l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, nous, on a un dispositif ça fait 2 ans, donc on est sur le Pass Africa. Le Pass Africa, c'est vraiment, il va cibler ce type de profil. Donc là, on est moins sur un champ de la création, elle est plutôt sur des boîtes relativement matures. Parce qu'en réalité, vous savez, vous qui êtes des professionnels de l'accompagnement, il y a une sorte de fièvre entrepreneuriale des jeunes créateurs qui, une fois qu'ils ont créé, parfois certains souhaitent créer et multiplier les créations, mais il y a véritablement un enjeu d'assurer, consolider et avoir des fondations solides pour aller voir ailleurs si on y est, avant. C'est clair ce que je viens de dire ou pas? C'est les serial entrepreneurs. Oui, voilà, les serial entrepreneurs. Mais ça, parfois, dans les serial entrepreneurs, c'est plutôt un désir, une appétence pour créer, moins pour consolider, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, à chaque fois, ils se mettent en risque. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à l'ensemble des signaux faibles qu'on pouvait identifier sur la montée de ce sujet, de ce phénomène qui est prégnant, que parfois certains rencontrent, j'ai évoqué les formes d'entrepreneuriat, des modes de thématiques, etc. C'était la naissance, j'ai presque envie de dire qu'ils naissent un peu comme des champignons, tous ces clubs d'entrepreneurs dédiés aux diasporas, parfois de façon un peu thématique, vous comprenez, qui
thématiques dans le sens où ils peuvent être dédiés à certaines communautés. Ça va être une communauté nationale des Comoriens qui s'est créée, qui s'appelle Comlink. C'est un groupe des entrepreneurs comoriens. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils se retrouvent aussi dans une logique de communauté de destin. C'est qu'au-delà de s'accompagner dans une logique de développement entrepreneurial, ils vont construire des projets culturels. Je sais que le premier projet de Comlink, ça a été par exemple, ils ont fait tous ensemble, ils ont financé un dictionnaire, le premier dictionnaire comorien. Et donc c'est un dictionnaire qui est en langue comorienne, française, anglais et arabe, en fait en lien avec les influences et les notions qui sont... et donc voilà, c'est ce genre de choses qui vont émerger. Donc les clubs d'entrepreneurs, Diasporact, avec qui d'ailleurs on avait fait un événement en commun à Paris qui cible plutôt l'Afrique de l'Ouest, et c'était un événement qui était assez considérable dans la mesure où je m'autorise cette expression, c'était noir de monde. Il y avait tellement de monde, beaucoup, partout, et là on se rend bien compte que lorsqu'on fait un événement et qu'il y a vraiment cette envie, ce désir, on se dit ah oui, là il y a vraiment quelque chose. Lorsque on voit qu'il y a une vraie réponse, c'est du répondant. Donc j'ai parlé donc il y a ces mouvements-là. Il y a bien entendu, vous avez dû, c'est pas long, c'était à Montpellier, c'était en 2021, il y avait le sommet Afrique-France, n'est-ce pas? Et cette année aussi, juste avant l'été, à Marseille, il y avait le sommet Europe-Afrique. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était que l'actualité j'imagine, va faire que l'entrepreneuriat est aussi une manière apaisée de faire vivre les relations entre la France et l'étranger, l'Afrique là précisément, parce que les entrepreneurs, ils incarnent ces ponts. Je vais peut-être m'arrêter là avant qu'on avance et peut-être répondre à vos questions, parce que comme je le rappelais, il y a le temps court. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Il y avait une question de la dame sur l'approche culturelle. Ah pardon, désolé. Alors la question sur l'approche culturelle. Non, c'était par rapport, je ne sais pas, aux outils ou à la mise en pratique concrète. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la méthodologie de l'entrepreneuriat, elle reste plus ou moins la même sur la formation en communication, mais sur l'approche de l'entrepreneuriat chez eux et l'approche ici, elle est différente. Et ça, je suis pas sûre qu'ils soient beaucoup formés à ce niveau-là, et je ne sais pas si de votre côté, il y a des outils. Alors, à vrai dire, oui et non. C'est une réponse un peu non. Non, ce que je veux dire par là, c'est que une partie de la réponse est dans l'idée cruciale, au cœur de toute démarche entrepreneuriale, il faut étudier son marché. Et ça fait partie d'étudier le marché. Étudier le marché, c'est aussi étudier, comprendre, s'approprier la culture, les mœurs, etc. Ça, c'est assez générique. La seconde chose, c'est que c'est sensibiliser aux deux leviers que j'évoquais tout à l'heure. Vous savez, l'approche non discriminante d'accueil et l'empowerment que j'évoquais tout à l'heure. La troisième chose, c'est dire qu'il est difficile de voir cette question de façon abstraite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on est quand même outillé, parce qu'il y a plusieurs points de contact qui traitent de ce sujet. BPI France, j'ai dit tout à l'heure qu'on a un service qui est dédié à l'export et qui va aussi connaître donc des implantations de par le monde, bien entendu. Mais il y a aussi, tout à l'heure j'ai parlé de Meet Africa, de l'AID, j'ai parlé des chambres consulaires aussi qui travaillent sur ce sujet-là, etc. Et ce que je veux dire, c'est que généralement, ils ont des spécialistes, plus que par pays, par région. Vous comprenez? Et ces spécialistes par région, ils vont accompagner à sensibiliser, à éveiller au risque, à s'assurer que vous n'allez pas arriver avec une approche un peu conquérante, concédante et peut-être parfois méprisante. Et vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il doit exister, et je sais que Singa, que j'évoquais tout à l'heure, ont construit des outils pour s'approprier les cultures, parce que il y a les rapports, là je fais ça parce que je pense à... Ça vous dit quelque chose, la proxémie? La proxémie, il y a un bouquin qui est vachement bien, si ça vous intéresse, et c'est Edward T. Hall. Son bouquin Hall comme un hall, s'appelle La dimension cachée.
Et c'est un bouquin qui a été fait suite à des études où, en gros, si vous voulez, les Américains voulaient faire des affaires avec les Arabes, mais les Arabes des Émirats, etc. C'est pas le Maghreb, c'est deux réalités différentes. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas du tout à... Ça fitait jamais. Ils n'arrivaient pas à rentrer en congruence, entrer en relation, à se rencontrer. Et du coup, ils se sont posé la question de comment ça se fait que ça ne fitte pas. Et du coup, donc ils ont mené des études sociologiques, ethnographiques, etc. Ils se sont rendus compte que c'est là qu'ils ont dégagé, il a beaucoup travaillé sur ces notions de proxémie, à savoir c'est la science des distances interpersonnelles. Ce qui signifie que selon les cultures, on n'a pas les mêmes distances les uns aux autres, les uns par rapport aux autres, et parfois cette distance qu'on pose ou cette distance qu'on franchit, en fait on franchit des limites invisibles, mais qui peuvent parfois offenser en fait votre interlocuteur. Vous comprenez? Donc il suffit de se dire, c'est un peu caricatural, mais dans le sud on est un peu plus proche et plus tactile que dans le nord. Non? Du coup, si j'entends bien, vous conseillez d'être formé au management interculturel. C'est pas ce que je conseille, mais ce que je dis, c'est que pour aller dans votre sens, le management... Répondre à la question, oui. Il y a quelque chose, voilà, oui. Le management interculturel, c'est poser la question. Les sciences humaines sont posées la question et ils vont, s'ils ne vous apportent pas de réponse, vous apporteront des questionnements. Je pense que c'est important, c'est apporter des questionnements. Ce que je disais tout à l'heure, quand on essaye de débusquer, d'identifier ces biais cognitifs. Une personne qui se présente de telle façon, identifier qu'on ne sait pas pourquoi, mais intérieurement on est chamboulé, il y a une gêne, etc. Il ne faut pas laisser ça et avancer. On peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Qu'est-ce que ça secoue chez moi qui provoque cela et l'interroger en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va nécessairement avoir un impact dans la relation d'accompagnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Conscient ou inconscient. Mais souvent ce sont justement des biais inconscients. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres questions? Donc après, une partie de la réponse en fonction des typologies publiques que j'ai déclinées tout à l'heure, c'est le fait de travailler en écosystème. Et je vous dis, votre métier, il commence à un moment et s'arrête à un moment. Et il y a je dirais des expertises, des connaissances que vous n'avez pas, mais peut-être vous pouvez sourcer dans le réseau. Et parfois, j'ai donné l'exemple, par exemple, de Bondinov, qui est à Paris, dans les logiques d'accompagnement des projets de diaspora ou en Afrique, etc. Il est en lien avec des incubateurs en Afrique. Parce que je veux dire, donc il y a un vrai sujet de partenariat, de complémentarité, de mise en synergie. Une autre question? C'est que tout est clair. C'est pas trop ennuyé, j'espère. Moi, juste un témoignage, je pourrais dire, je travaille à la CCI Ille-et-Vilaine à Rennes. D'accord. Et donc, parmi les porteurs de projets, parfois j'ai des personnes d'origine étrangère, et parfois j'ai l'exemple en particulier d'un couple d'origine turque qui... Le monsieur travaillait dans le commerce alimentaire, sa femme et lui, ce monsieur, souhaitaient reprendre une épicerie. D'accord. Donc ils avaient un projet qui pouvait tenir la route, mais ils avaient besoin de financement, donc ils devaient forcément faire un business plan pour la banque, et ils n'étaient pas en mesure de le rédiger en fait. D'accord. Ils avaient vraiment un besoin d'aide à la rédaction, et que je n'étais pas moi-même en mesure de leur apporter, en fait, parce qu'il fallait vraiment leur prendre le crayon et écrire pour eux en fait. Je comprends. Et je ne savais pas vers qui les orienter. Et à ça, j'ai deux retours. Le premier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas terminé l'anecdote. Et merci beaucoup, ça me rappelle que je n'ai pas terminé l'anecdote. C'était donc un entrepreneur qui n'avait pas été... il aurait pu être accueilli d'une meilleure façon. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, il a été accompagné par quelqu'un d'autre que je connais. Et aujourd'hui, il a créé une société de service à la personne. Et elle est florissante aujourd'hui. Vraiment. Mais parce qu'il a été mal accueilli sur le mode, parce que lui était incapable de faire un business plan. Ça c'est un exemple, et je ferme la parenthèse. Souvent les Citélabs me posent cette question, parce qu'en fait les Citélabs, si vous voulez, comme ils rencontrent des publics qui parfois rencontrent des difficultés majeures dans leur vie, parfois ils font un peu du social, pour la faire courte. Et chacun selon, je ne sais pas si on parlait de fibres humaines, mais enfin voilà, certains sont plus enclins que d'autres à aider. Et du coup, parfois ils se posent la question de où commence et où finit leur boulot. Et ils me disent, oui mais Ahmed, est-ce que je dois le faire pour eux?
la réponse, d'abord, et le principe, c'est non. C'est non parce qu'en fait, c'est apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. C'est le principe qu'on a. Après, moi, ce que je leur dis, c'est de faire chacun et chacune appel à leur intelligence et d'arbitrer eux-mêmes, en fait, en fonction de la situation et des réalités auxquelles ils sont confrontés. Si on ne leur apprend pas, de toute façon, l'année suivante, ils vont être confrontés à la même chose. Donc, c'était la première intervention. C'est de dire où est-ce qu'on peut trouver des fonds de formation pour former ces publics-là sur des lacunes différentes des publics entrepreneurs classiques, qui eux-mêmes ont déjà des problématiques sur le financement, etc. Et là, on passe une étape supplémentaire. Et sur le dispositif, je prenais l'exemple juste de l'entrepreneuriat pour tous, on en voit tous les jours. Bien sûr. Je vous donne un autre exemple. Oui, vous pouvez y aller. Et juste terminerai là-dessus. Et histoire vraie. De ne pas pouvoir les accompagner, autonome, parce qu'ils ne essaient pas de faire du chiffre sur ces dispositifs pour faire du chiffre et que 2 ans après, ils soient dans la banane, parce qu'en fait, on ne les a jamais formés à ces fondamentaux-là. Il y a un entrepreneur que je connais personnellement. Je ne citerai pas le cas parce qu'il n'a peut-être pas envie qu'on le cite alors qu'il est filmé, enfin que je suis filmé. C'est un entrepreneur d'origine kurde qui parle pas très bien le français. En fait, je pense qu'il le parle bien, mais quand on a des barrières, parfois on est soi-même son propre geôlier, j'ai envie de dire. Mais si vous parlez avec lui, là, il a vraiment beaucoup de mal. Il a un syndrome de l'imposteur sur sa capacité à parler français. En fait. Il a créé, je ne sais pas combien d'années maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, il a créé un empire. Il a créé un empire. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Et c'est hyper curieux, enfin c'est hyper curieux, je le comprends, mais quand je dis un empire, c'est un empire. C'est à l'échelle européenne, en Afrique, etc. Je ne vais pas citer le secteur, parce que sinon c'est assez facile de retrouver qui c'est. Et cette personne-là, quand on discute avec elle, on sent le complexe qu'il a. De ces difficultés qui sont liées au langage, etc. Et je pense qu'au départ, il n'a pas de difficulté de langage, hein, parce que dernière parenthèse, et je vous laisse là-dessus, ça c'est intéressant, c'est une exposition qu'un ami artiste a fait qui s'appelle Mater sur les mères de l'immigration. Et il a fait cette exposition suite au décès de sa grand-mère. Il voulait absolument lui rendre hommage. C'est une exposition admirable, hein, vous pouvez chercher sur internet. Et en fait, regardez l'histoire comme elle est incroyable. Figurez-vous que sa grand-mère, donc elle est née, elle n'est pas née en France, elle est arrivée très jeune en France, d'origine kabyle, elle n'a jamais parlé de français, et à la fin de sa vie, mais c'est les dernières semaines, derniers mois, etc., elle avait Alzheimer, elle parlait français, parce qu'elle était en roue libre. Comment est-ce que je veux dire? Elle parlait français. Et c'est ce qu'il me disait, bah, tu sais que c'est alors qu'elle ne nous a jamais parlé en français, et pour elle, elle ne parlait pas français. Et donc, à la fin de sa vie, c'est comme elle était sous l'effet de la maladie, Alzheimer, etc., elle parlait français. Merci beaucoup. Et bon, ça